Merci pour votre invitation. Donc, je suis Philippe Raveau, je suis PUPH en épidémiologie à l'Université de Paris et je viens vous parler d'une communauté de patients pour la recherche, communauté de patients qui cherchent à accélérer la recherche sur les maladies chroniques. La diapo suivante. Vous m'entendez? Oui, voilà, super. Euh, En fait, le système de recherche clinique est un système où très classiquement, on va construire une infrastructure de recherche pour réaliser une recherche, et puis à la fin de cette recherche, souvent déconstruire cette infrastructure de recherche. Et même Francis Collins, le directeur du NIH américain, explique que les Américains n'ont plus les moyens de fonctionner comme ça, c'est-à-dire à chaque nouvelle idée de recherche, de construire une infrastructure de recherche pour y répondre, puis de la déconstruire à la fin, une fois qu'on a répondu à cette question. Diapo suivante. Et il y a beaucoup de limites reconnues actuellement dans la recherche sur les maladies chroniques. Il y a des limites liées à sa lenteur, elle est trop lente. Dans les meilleures institutions, il faut 10 ans à peu près entre une idée et une publication. Elle est trop coûteuse, trop cloisonnée, avec des silos par maladie, des silos par type de recherche, où on oppose les essais randomisés, les études observationnelles, les études quantitatives et les études qualitatives. Elle est trop morcelée, la taille des études est fréquemment insuffisante. Elle est fréquemment redondante et elle est assez peu efficiente. En fait, elle n'est pas assez agile, elle est souvent faite sans lien avec les autres recherches existantes, elle implique trop rarement en France les malades dans les processus de décision et de gouvernance, elle entraîne parfois un fardeau trop important pour les malades et elle est souvent assez éloignée de la vie réelle des patients. Diapo suivante. Et il y a un certain nombre d'évolutions récentes dans le domaine des données en santé. Tout d'abord, il y a une évolution importante sur les sources de données utilisées. Autrefois, on générait des données dans un but unique et précis pour répondre à une question de recherche. Et on distinguait les données en fonction de l'objectif poursuivi. On avait des données qui étaient générées pour le soin, des données qui étaient générées pour la recherche. Et en fait, maintenant, des données générées pour un autre objectif, par exemple les données médico-administratives ou des données collectées en routine dans le cadre du soin, sont utilisées quotidiennement pour faire de la recherche. Donc ça, c'est très nouveau. Et en fait, les hôpitaux deviennent de fait les nouveaux géants de la donnée en santé. Et les mêmes données peuvent être utilisées pour le soin, pour la recherche ou bien pour évaluer la qualité du soin. Et puis, il y a un autre intérêt qui est croissant, c'est celui porté à certains types de données. En particulier les données rapportées par les malades, ce qu'on appelle les Patient Reported Outcomes et les Patient Reported Experience Measurement, ou PREMS. Donc, ces données, qui avant étaient parfois négligées, sont maintenant devenues absolument cruciales dans le suivi des patients. Et on pense que pour un certain nombre de paramètres, il n'y a pas mieux que la voix du patient. Et donc, l'importance de ces données est croissante actuellement dans nos domaines de recherche. Diapositive suivante. Et puis, il y a quelques évolutions technologiques. J'en citerai une qui est l'e-épidémiologie, qui est une solution intéressante, c'est-à-dire faire des études épidémiologiques entièrement en ligne. Ça a un intérêt, c'est par exemple la réduction des coûts d'enquête par rapport aux méthodes classiques. Le coût dans ce type d'études, le coût incrémental d'un patient supplémentaire est faible, en particulier parce que vous ayez une étude pour 1000, 5000, 10 000 ou 50 000 patients, c'est bien sûr un peu différent, mais ce n'est pas fondamentalement différent. Et ça, entre 1000 et 50 000 patients, ce n'est pas un coût multiplié par 50. Le coût de ces types d'études est inférieur d'un facteur 10 par rapport aux études classiques. Il y a un accès facilité à des échantillons importants, variés, qui ne sont pas moins représentatifs que les populations des cohortes classiques. Et puis, il y a une adaptabilité des outils de recueil des données qui permettent de répondre à l'évolution des questions de recherche au cours du temps. Donc, on peut très facilement, dans ce type d'études, modifier les questions de recherche, rajouter des questions de recherche qui n'avaient pas été prévues initialement. Et enfin, ça simplifie le recrutement et les processus de traitement des données. Diapositive suivante. Donc, nous, notre objectif, c'était de repenser la recherche concernant les malades atteints de maladies chroniques. Repenser la recherche, comment? Eh bien, en impliquant plus largement les malades. C'est un peu dans le cadre de ce qu'on appelle au niveau mondial la Patient Revolution, avec l'idée que les malades doivent être impliqués dans la conception et la réalisation de la recherche et que ne doivent pas être simplement des objets d'études, mais doivent être aussi extrêmement impliqués dans la génération des questions et la gouvernance des recherches.
Deuxième chose, on veut développer une recherche plus participative, c'est-à-dire impliquant à la fois les malades et les chercheurs. On veut aborder des problèmes non abordés par les recherches classiques. Et un des problèmes qu'on veut absolument aborder, c'est celui de la multimorbidité, c'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs maladies chroniques, parce que c'est un enjeu actuel majeur, en particulier au plan épidémiologique. J'y reviendrai un peu plus tard. On veut tirer avantage des nouvelles technologies, par exemple avec l'e-épidémiologie. Et puis, on veut dépasser les silos habituels que j'ai déjà cités. Enfin, on veut maximiser l'argent investi dans la recherche. Diapo suivante. Donc, Compare, c'est vraiment un modèle de recherche participative de notre point de vue. Et en fait, c'est trois choses. C'est une communauté de malades chroniques qui désire accélérer la recherche sur leur maladie et qui, au-delà de la simple réponse à des questionnaires, participe à toutes les étapes de la recherche, propose des idées de recherche, participe au comité de gouvernance et au comité scientifique de Compare. C'est une large e-cohorte de malades chroniques volontaires acceptant de donner du temps pour la recherche. Et c'est en fait une plateforme de recherche permettant de répondre à de multiples questions scientifiques. Des questions qui vont être des questions sur les maladies chroniques en général, sur chaque maladie chronique en particulier, par exemple le diabète ou l'hypertension artérielle, et sur la multimorbidité, c'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs maladies chroniques. Diapo suivante. Dans notre ambition, il y a aussi de développer un nouveau modèle de recherche. Alors, bien sûr, la première chose, c'est d'impliquer plus les malades à tous les stades de la recherche sur leur maladie, mais c'est aussi passer d'une myriade d'études indépendantes de taille modeste, nécessitant un financement et recueillant des données spécifiques qui ne seront utilisées qu'une fois, à un modèle de recherche collaborative où des informations de sources multiples, des informations qui proviennent du patient, des informations qui sont collectées en routine pour le soin, venant de bases de données médico-administratives ou des dossiers issus des dossiers hospitaliers informatisés. Donc, ces informations pourront être combinées, organisées, partagées pour répondre à de multiples questions de recherche différentes et utilisées par de multiples chercheurs. Diapo suivante. Donc, dans Compare, eh bien, le recrutement se fait de différentes manières. D'abord, il y a un certain nombre d'associations, et maintenant, cette diapositive devrait être un peu updatée. Il y a 49 associations qui sont partenaires de Compare. Deuxièmement, lorsque les malades à l'assistance publique prennent des rendez-vous via Doctolib, on leur demande s'ils sont intéressés par les recherches effectuées, par avoir des informations sur des recherches effectuées à l'assistance publique, et s'ils cochent cette case, ils recevront à un moment ou un autre un mail leur proposant de rentrer dans Compare. Et enfin, il y a des informations données sur Compare dans les médias grand public et les réseaux sociaux. Et en fait, vous voyez cette petite carte sur la droite, les gens qui sont recrutés dans Compare viennent en fait un peu de toute la France et pas seulement de la région parisienne. Donc le recrutement dans Compare se fait sans intervention de médecin. Les gens vont se loguer sur le site de Compare, puis après doivent donner un consentement, qui est un consentement en ligne, et qui est un consentement qu'on va qualifier de dynamique parce que d'abord, il y a plusieurs niveaux de consentement en fonction de ce qu'ils acceptent ou n'acceptent pas de faire. Et puis, ils peuvent revenir en permanence sur leur consentement s'ils ne sont plus d'accord pour qu'on utilise leurs données. Et il y a 48 000 participants en juin 2021, donc aujourd'hui, qui ont accepté de rentrer dans Compare. Et dans Compare, ils vont rentrer des données rapportées par les patients, en remplissant des questionnaires en ligne concernant ce que je vous ai dit, des patient reported outcomes, des patient reported experience measurement, et en donnant un certain nombre d'informations sur leur statut, leur maladie, les traitements qu'ils reçoivent, etc. Et il y a plus de 2 millions de données déjà collectées dans Compare venant de ces 48 000 participants qui vont répondre à intervalles réguliers à ces questionnaires. Ces données sont ensuite enrichies par des données collectées en routine. Et pour l'instant, on essaye d'obtenir, d'avoir le droit de lier ces données aux données de l'assurance maladie et des actes hospitaliers, donc les données issues du SNDS, avec comme idée que si on arrive à obtenir ces données, on est dans la phase de discussion avec la CNIL sur les modalités de cela, eh bien, il n'y aura plus de perdu de vue dont on part, puisqu'on aura en permanence un suivi de ces malades, même s'ils ne reviennent plus à l'hôpital. Le deuxième temps, ça sera de lier ces données aux données de l'assistance publique.
et en particulier pour les malades hospitalisés à assistance publique, les données hospitalières de ces patients. Et enfin, l'idée, c'est d'enrichir par d'autres sources de données en fonction des financements et pas forcément pour l'ensemble de la cohorte, qui peuvent être des capteurs ou bien des données biologiques, par exemple des données sur leur microbiote. Et l'ensemble de toutes ces données fera une base de données qui sera la base de données des données de compare. Diapositive suivante. Donc, dans Compare, on développe des cohortes maladies. Par exemple, si un malade a 3 maladies, une lombalgie chronique, une hypertension artérielle et un diabète, eh bien, il va rentrer dans la cohorte Compare Diabète, qui étudie principalement le diabète, dans la cohorte Compare Lombalgie chronique et dans la cohorte Compare Hypertension artérielle. Et de facto, il sera aussi dans la cohorte multimorbidité, puisqu'il a au moins 2 maladies chroniques. Donc, on a des cohortes maladies. Diapo suivante. Bon, alors, pourquoi on veut vraiment insister beaucoup sur la multimorbidité? La multimorbidité, c'est vraiment pour des raisons épidémiologiques. Vous avez ici un petit tableau un peu difficile à comprendre, mais vous avez les maladies, les différentes maladies en ligne et en colonne. Et si on prend la colonne ou la ligne qui est entourée en rouge, le diabète, eh bien, on voit qu'il n'y a que 17% des malades qui n'ont qu'un diabète, à l'exclusion de toute autre maladie chronique. Et on voit que le nombre moyen de maladies chez les patients diabétiques âgés de moins de 65 ans, c'est 2,9 en moyenne, et s'ils ont plus de 65 ans, c'est 6,5 en moyenne. Donc, on est actuellement confronté à une explosion de la comorbidité, et bien sûr, le fait d'avoir plusieurs maladies chroniques, ça modifie très clairement le devenir des patients et leur vie avec la maladie. Diapositive suivante. Donc, Compare, comme je vous l'ai dit, on veut que ça soit une plateforme pour accélérer la recherche sur les maladies chroniques, à la fois avec des recherches qui sont effectuées au sein de Compare, qui peuvent être soit des recherches observationnelles, soit des recherches interventionnelles, ce qu'on appelle les trial within cohorts. On veut utiliser ça pour l'étude de ce qu'on a appelé le personome, défini comme l'ensemble des événements de vie d'un individu, les facteurs psychologiques, les facteurs sociaux, culturels, comportementaux, économiques, qui influencent la survenue des maladies, leur phénotype et la réponse au traitement. On veut utiliser cette cohorte pour développer de nouveaux concepts. Et on travaille par exemple sur un concept qui est la minimally disruptive medicine. Comment on fait pour que les soins qu'on donne aux patients impactent le moins possible leur vie quotidienne. Et enfin, pour développer des algorithmes, par exemple, pour prédire le devenir des patients. C'est aussi utile d'utiliser Compare pour faire des recherches en dehors de Compare, qui peuvent être des recherches cliniques, fondamentales ou en sciences humaines et sociales, parce qu'on peut participer, proposer aux patients de participer à ces études en fonction de leur profil. Donc dire aux patients, nous cherchons des malades pour telle étude faite par telle équipe de recherche à tel endroit, et si vous voulez, vous pouvez prendre contact avec cette équipe de recherche. Diapositive suivante. Donc, Compare en termes de recherche, ça se différencie un peu d'un certain nombre d'autres études, à la fois par des modalités de recherche. On fait plutôt ce qu'on appelle de la recherche frugale ou à faible coût. On fait de la recherche participative, donc impliquant les malades à tous les stades. On fait de la recherche collaborative. Ce n'est pas pour une seule équipe de recherche, mais c'est beaucoup d'équipes de recherche qui peuvent utiliser nos données. On fait de la recherche clinique pensée comme une infrastructure, des données partagées faites pour être réutilisées. C'est aussi un peu différent des autres types de recherche en termes thématiques, puisqu'on s'intéresse à la multimorbidité, au personome, à la perception des patients sur l'avenir des modalités de prise en charge, par exemple la transformation digitale des soins, l'évolution des soins dans l'ère post-Covid, la minimally disruptive medicine. Et enfin, on est très impliqué dans la thématique patient-reported outcome. Diapo suivante. Donc, quelques exemples de recherches effectuées au sein de Compare. Par exemple, on a fait une étude de ce qui est appelé le crowd-braining, où on demande aux patients des idées pour améliorer leur prise en charge. La première étape, on a fait une analyse collaborative impliquant plus de 1600 malades à qui on demandait de répondre si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans votre prise en charge? On a reçu 3600 idées provenant des patients, groupées en 150 propositions pour améliorer les consultations, l'hôpital, le système de santé. Et on a impliqué les patients dans cette analyse, bien sûr. Ça, c'était la première étape de l'étude.
La deuxième étape, c'est que 3000 patients ont ensuite classé par ordre d'importance les idées précédemment proposées en utilisant des méthodologies originales inspirées de technologies qu'on appelle QSORT. Et enfin, 150 experts, soignants, directeurs d'hôpitaux, décideurs politiques, ont évalué la complexité à mettre en place ces idées. Et l'ensemble de ces résultats a été à la fois publié, mais aussi a été fourni au ministère de la Santé qui, avant leur publication, afin d'alimenter leurs réflexions lors de la conception du plan Ma Santé 2022. Diapo suivante. Donc ça, c'est un exemple des résultats où on a ici les propositions des patients pour améliorer les consultations. Et donc, par exemple, il y a un item qui est éviter ou favoriser certaines attitudes des soignants. Par exemple, apprendre l'humilité, prendre garde aux mots utilisés, éviter une attitude paternaliste, éviter une attitude défaitiste ou fataliste, éviter de donner aux patients de faux espoirs, éviter de cataloguer les patients, être plus proactif pour répondre aux besoins des patients. Et donc, voilà, on avait beaucoup de réponses comme ça. Et en fait, la taille des traits est fonction du nombre de gens qui spontanément ont proposé une de ces idées. Diapositive suivante. Ici, c'est des travaux qu'on a fait sur le Covid long. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment la capacité de répondre très rapidement à une question. Donc, le 8 octobre est publié un éditorial dans Nature sur la nécessité de faire des recherches, 8 octobre 2020, sur le Covid long et d'impliquer les patients dans ces recherches. Le 9 octobre, on écrit un protocole scientifique. Et le 14 octobre, on recrute le premier patient. En fait, comme ce sont des recherches qui concernent les malades chroniques et que nos accords, à la fois au plan éthique et avec la CNIL, sont que toute recherche concernant les maladies chroniques peut être réalisée au sein de Compare, nous n'avons pas besoin de repasser par des étapes d'obtention de consentement, etc. Et comme la cohorte est déjà constituée, on n'a pas besoin de demander un financement spécifique. Donc, ça accélère considérablement la manière de faire de la recherche. Donc, le 14 octobre, recrutement du premier patient. Le 29 octobre, 500 malades sont inclus ayant décrit leur maladie en texte libre à l'aide de 120 000 mots. Le 4 janvier 2021, il y a un appel à participation sur Tous Anti-Covid pour que d'autres malades viennent remplir des données sur le Covid long. Et le 15 février, on a 1360 malades inclus. Et le 1er mars, on soumet un article sur ce sujet, décrivant finalement des échelles pour évaluer le Covid long et évaluer l'impact du Covid long sur les patients. Et les premiers résultats sont publiés le 29 avril dans Clinical Infectious Disease. Donc ça, c'est une recherche qui est effectuée quasiment sans financement et extrêmement rapidement, sans attendre des appels d'offres et autres. Diapositive suivante. On cherche aussi à accélérer les recherches en dehors de Compare. Donc, Compare, ça permet l'identification et le contact des patients éligibles à des études hors Compare, menées par des équipes de recherche publique. On a des exemples, ça, par exemple, en SHS, on travaille sur on travaille sur un projet qui s'appelle Epinifor, qui est un projet porté par des chercheurs en philosophie du CNRS et des épidémiologistes. Et l'objectif, c'est de développer une réflexion philosophique sur le concept de normalité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle normal dans une société où il y a 20 millions de malades qui sont atteints de maladies chroniques. Donc, cette réflexion s'appuie sur l'étude de témoignages en texte libre de 1000 patients qui vont être recrutés grâce à Compare. Des exemples en physiopathologie. Mevokov, c'est un projet mené par l'Institut Imagine et l'hôpital Henri Mondor à Créteil sur l'étude du profil et la persistance des lymphocytes mémoire après une infection par SARS-CoV-2. Et donc, ils nous ont sollicité pour inviter des patients ayant une infection par SARS-CoV-2 confirmée et des symptômes persistants depuis 3 et 6 mois pour avoir du sérum de ces patients. Donc, on a invité les patients le 23 mars et on avait fini les prélèvements biologiques le 2 avril. Diapositive suivante. Donc, on travaille sur d'autres thématiques comme ça, assez larges, qui intéressent les patients. Le fardeau du traitement, qui représente l'impact de la prise en charge du patient, traitement, consultation, examen, démarche administrative sur sa vie. Et on a trouvé, par exemple, que 38% des patients chroniques ne se sentent pas capables d'investir toute leur vie autant de temps et d'énergie et d'argent dans leurs soins, à partir d'un échantillon de 2400 malades de Compare calibrés pour représenter la population française souffrant de maladies chroniques.
Donc, on a tiré de ça un seuil de fardeau du traitement acceptable pour aider les médecins et les chercheurs à interpréter le fardeau du traitement de leurs malades. Diapositive suivante. Donc, ça, c'est simplement pour vous donner une toute petite vision de la production scientifique issue de Compare. Donc, vous voyez, on a commencé en 2017. Donc, il y a 180 chercheurs maintenant qui travaillent sur des données collectées dans Compare. Il y a eu 42 projets lancés depuis 2017, dont 12 cohortes maladies et 2 essais contrôlés randomisés. Et il y a à peu près une vingtaine de projets déjà lancés en 2021, alors qu'on est au milieu de l'année. Et il y a 11 articles qui ont déjà été publiés dans des revues de bonne qualité. Diapositive suivante. Compare, c'est aussi un modèle qui commence à intéresser à la fois en France. À droite, c'est un document qui a été fait par le Conseil économique, social et environnemental sur les maladies chroniques et qui dit la plateforme Compare peut de ce point de vue constituer une référence, elle favorise les échanges, etc. Blablabla. Mais aussi au niveau international, la RAND Corporation, qui est un organisme assez connu, qui parle de Compare en disant que voilà, c'est un modèle intéressant dans ce domaine. Et il y a à peu près 100 papiers qui ont été faits sur Compare dans la presse écrite, radio et TV. Diapo suivante. Alors, changer le modèle de la recherche, c'est très bien, mais ça nécessite aussi de changer le modèle économique. On imaginait que dans Compare, on allait dans un modèle économique où les gens, finalement, allaient, au travers de chacune des études qu'ils allaient faire, financer à minima un peu Compare. Bon, là, il y a une petite marge entre la théorie et la pratique, et c'est difficile pour l'instant de passer d'un modèle avec une source de financement dédiée à un projet spécifique à de multiples sources de financement contribuant à un projet commun. Donc, il y a des difficultés extrêmes de financement pour ce type de projet en France parce que c'est un projet atypique qui rentre dans aucune case et il y a une incapacité du système à financer ce qui ne rentre pas dans les cases. On a un financement en silo qui est hallucinant. C'est-à-dire qu'on va financer la maladie X ou la maladie Y pour l'association X ou Y. Et de manière très intéressante, on est parfois totalement incapable de financer un sujet de manière générale, mais c'est extrêmement facile pour le financer pour une maladie donnée. Donc, par exemple, on a fait un système pour récupérer les idées de recherche des patients. On a été totalement incapable d'obtenir un financement global. Par contre, on a obtenu un financement pour la mucoviscidose et on est en train d'obtenir un financement pour d'autres pathologies. Donc, pathologie par pathologie, ça marche. Par contre, on est incapable d'obtenir des financements globaux. Et puis, il y a une vraie difficulté sur le financement infrastructure versus projet scientifique. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet scientifique, c'est une infrastructure de recherche pour servir à de multiples chercheurs. Et ça, on a un peu de mal à faire passer cette idée. Et par ailleurs, on a fait un choix stratégique assez fort qui est aucun partenariat avec l'industrie pharmaceutique. Et en fait, ma conclusion là-dessus, c'est que la recherche, même si elle est frugale, a un coût. Diapositive suivante. J'ai quasiment terminé. En termes d'éthique, bien sûr, on essaye d'avoir des standards éthiques de la meilleure qualité. Donc, d'abord, c'est de la recherche extrêmement participative, comme je vous l'ai déjà expliqué. On a des consentements dynamiques avec différents niveaux de consentement, participer à la cohorte, liaison aux données médico-administratives, liaison aux données de la PHP, etc. On a des consentements additionnels pour certaines études, par exemple les études interventionnelles. On essaye de réduire le fardeau de la recherche des patients grâce à l'enrichissement des données via des données collectées en routine. Et puis, on a un caractère éthique de la production des données dont on parle qui ne sont pas destinées à une seule équipe de recherche, mais peuvent être utilisées par de nombreuses équipes. Enfin, on n'a aucune vente de données individuelles ou fourniture de données individuelles en dehors des équipes de recherche publiques. Diapositive suivante. On est en train de développer un programme d'ambassadeurs de Compare. On a fait un premier prototype l'an dernier avec 30 patients. Maintenant, on a fait un deuxième prototype avec 350 patients ambassadeurs, qui sont des gens qui sont recrutés avec l'idée qu'ils veulent s'impliquer plus dans la communauté. Donc, ils peuvent échanger entre eux et avec nous afin de discuter de leurs idées pour améliorer Compare, puis créer et réaliser ensemble des projets pour aider la communauté. Et les objectifs de ce programme, c'est de créer un espace d'interaction pour mieux comprendre les attentes des patients membres et rendre la communauté plus interactive et plus attractive, inciter les membres à s'investir et à aider Compare dans ces projets, inciter plus de patients à participer, former les patients les plus motivés. Diapo suivante. Donc, bien sûr, on sera ravis si beaucoup d'autres gens participent à Compare parce que, bien sûr,
plus il y a de malades dans ce type d'études, plus les données ont une valeur importante. Diapo suivante. Et enfin, on travaille avec 49 associations de patients actuellement, mais en fait, régulièrement, on a de nouvelles associations qui nous rejoignent et on travaille sur la communication, l'organisation d'événements communs, l'aide au recrutement de nouveaux participants. Et ces associations sont impliquées dans nos comités scientifiques et la conception des recherches. Voilà, je vous remercie. Et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à nos deux modératrices, Nathalie Ponscargent et Caroline Julia. Caroline est avec nous. Je suis sur place. Je vais peut-être commencer. Merci, professeur Bravo, pour cette explication de COMPAR, de cette communauté qui permet de regrouper ces patients atteints de maladies chroniques et de faire avancer la recherche. Je note bien, en fait, ces objectifs dans lesquels vous êtes de partenariat associatif et qui sont du coup assez innovants. Vous avez mis en place COMPAR déjà depuis 2017. On voit que maintenant, les hôpitaux se tournent de plus en plus vers ce partenariat et vous avez été précurseur là-dedans. Vous avez donc de l'avance et c'est plutôt remarquable. Je voulais aussi comprendre un petit peu, peut-être si vous pouviez nous préciser, quand un patient veut s'engager dans cette communauté, combien de temps en fait il s'engage, comment on le sollicite sur la durée. Je suppose que c'est dans le consentement en fait que vous donnez ces notions-là, mais peut-être pour les patients qui regardent actuellement le webinaire, ça pourrait les aider à s'engager vers vous, ces précisions. Oui, alors merci de votre question. Donc les malades s'engagent sans limite de durée, mais ils peuvent en permanence revenir sur leur engagement ou ne. Et en fait, on a beaucoup de malades qui, pendant un temps, vont arrêter de répondre à des questionnaires parce qu'ils ont des activités qui ne leur permettent pas d'y répondre et puis qui vont revenir 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, etc. Donc voilà, donc il y a à la fois les deux possibilités. Il y a une première possibilité, ce qui est de nous indiquer que finalement ils ne veulent plus participer, ou bien une possibilité qui est de louper un certain nombre des questionnaires, etc., puis de revenir un peu plus tard. Et ça, c'est, je dirais, en fait quelque chose qui se passe dans la plupart des cohortes, même en dehors de COMPAR. Alors, je vais du coup peut-être poser les questions qui apparaissent à l'écran. Alors, M. Fourier avait posé une question pour expliquer un peu la différence entre cohorte et communauté COMPAR. Il me semble que dans les slides après, ça a été expliqué. Mais peut-être si vous pouviez préciser. C'est à la fois les deux, c'est-à-dire que c'est une communauté de patients qui désirent accélérer la recherche. Et pour accélérer la recherche, ils acceptent de participer à une e-cohorte qu'on appelle COMPAR. Voilà. Alors, Micheline Assier demandait, dans les maladies chroniques, il y a effectivement les maladies rares que vous n'avez pas évoquées, mais à quelle place elles se situent dans COMPAR? Ouais. Alors, effectivement, je n'ai pas évoqué les maladies rares, mais en fait, toutes les maladies chroniques, en particulier les maladies rares, sont les bienvenues dans COMPAR. Et donc, on a des malades atteints de maladies rares dont on parle, et on a même des cohortes de malades atteints de maladies rares dont on parle pour des maladies spécifiques, par exemple pour la neurofibromatose de Recklinghausen, on a une cohorte. Alors, je ne sais pas si les maladies de Marfan sont considérées encore comme une maladie rare ou pas, mais on a une cohorte de maladies de Marfan, en particulier avec Guillaume Jondeau à Bichat. Voilà, donc on a bien sûr aussi tout à fait une place pour les maladies rares et au même titre que les maladies plus fréquentes. Donc là, on vient de répondre à 2 questions de Mme Assier et de M. Fourier qui posaient ces questions-là. Alors, il y en a une qui m'intéresse un peu plus. Alors, c'est mon filtre d'éducation thérapeutique qui va du coup monter un peu cette question-là, puisqu'on nous demande pourquoi les patients experts ne sont pas sollicités. Où est-ce qu'ils le sont et comment? Alors, les patients experts, dans l'éducation thérapeutique, ce sont des patients en fait qui se sont formés, soit par une formation de 40 heures, soit par un diplôme universitaire et qui interviennent dans des programmes d'éducation thérapeutique.
Et donc, est-ce que vous les avez sollicités pour qu'on parle? Alors, on n'a pas sollicité spécifiquement les patients experts pour Compare, parce que nous, on cherche à faire une cohorte de malades chroniques, pas de malades experts, mais ils ont bien sûr la possibilité de participer à Compare, et on n'a pas encore, on n'utilise pas Compare non plus pour faire de l'éducation thérapeutique à ce jour. Donc, voilà. Mais par contre, faire des projets de recherche avec ces patients experts de l'éducation thérapeutique, c'est tout à fait envisageable. Et s'ils ont des idées dans ce domaine, on sera ravis d'en discuter avec eux. Merci. Alors, peut-être si Nathalie Ponscargent veut poser quelques questions, je lui laisse la main. Oui, bonjour. Merci d'abord, professeur Raveau, pour cette étude fortement intéressante. J'avais juste 2 petites questions. Vous avez eu justement des sorties des patients qui ont fait des retraits. Vous avez parlé de la possibilité de se retirer de cette cohorte. Vous avez évalué s'il y avait beaucoup de personnes qui avaient fait cette démarche? Honnêtement, si on a 20 malades sur 40 000 qui l'ont fait, c'est le bout du monde. On a extrêmement peu de patients qui sont dans ce cadre. Et parfois, par contre, ce qu'on a fréquemment, c'est des patients qui… alors, normalement, on s'arrange pour que le nombre de questionnaires auxquels doivent répondre les patients ne leur prenne pas plus qu'une demi-heure par mois. Et parfois, il y a des malades qui, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ne vont pas répondre à leur questionnaire, et puis qui vont réapparaître ensuite. Voilà, je veux dire, c'est plutôt ça la modalité des malades qui, à un moment, ne veulent plus participer ou veulent moins participer. Voilà, c'est plutôt ça ce qu'on observe. D'accord. Je voulais juste une dernière question parce qu'après le temps imparti est limité. Est-ce que j'ai bien compris qu'il y avait des équipes de recherche qui pouvaient venir vers vous pour proposer, pour justement mettre en place des recherches avec ces cohortes de patients? Est-ce qu'il y a dans le deal ou quelque chose qu'on pourrait appeler comme ça, l'obligation de faire relire l'étude par des patients? Ou ce n'est pas le cas? Toutes nos études impliquent dans leur conseil scientifique des malades, oui. Y compris celles qui viennent de l'extérieur, si je puis dire? Alors, celles qui viennent de l'extérieur, en général, on demande l'avis d'un certain nombre de patients, mais c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas un système général pour ça. Voilà. Mais en général, on demande l'avis de patients, bien sûr, sur toutes les études, et en tout cas, toutes les études qui nous semblent pouvoir poser question, en tout cas. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour cet exposé qui était vraiment très intéressant. Et merci à vous. On va passer la parole au groupe suivant qui vont nous parler. Nathalie, pardon, excuse-moi. Il y a beaucoup de questions auxquelles on ne pourra pas répondre, mais il y a une question en fait d'Hélène Gilardi qui s'intéresse à comment en fait vous avez réussi à associer les patients pour les questions de recherche, les protocoles, comment ce partenariat a été mis en œuvre. Alors pour les questions de recherche, on a par exemple fait un pilote vraiment très fort avec des associations sur la mucoviscidose. Et donc, on a demandé aux patients d'identifier les questions de recherche les plus importantes pour elles. Et donc, on a vraiment travaillé spécifiquement pour ça. Et ce qui est un tout petit peu différent de demander l'avis des patients sur les protocoles. C'est-à-dire qu'il y a un cas où on essaye vraiment de générer des questions de recherche qui intéressent les patients et de discuter après sur, parmi ces questions, lesquelles sont les plus importantes, les plus faisables, etc., etc. Puis un autre cadre un tout petit peu différent qui est d'avoir des protocoles qui sont issus souvent de chercheurs et de dire que pour tous ces protocoles, on veut avoir un avis des patients. Donc, je pense que les deux sont faits dans Compare, mais c'est de manière… enfin voilà, on est à 2 niveaux un tout petit peu différents. Merci, Monsieur Raveau. Et effectivement, nous allons laisser passer la parole à l'autre intervention. Nathalie, je vous laisse introduire l'équipe de Debré. Oui, merci. Donc, vont suivre une présentation sur un exemple de partenariat avec les patients pour l'amélioration de parcours entre services des urgences pédiatriques et les urgences radio de l'hôpital Robert Debré, avec Amel Gatoussi, Mathieu Berthaud et Mme Lemonnier. Je vous laisse la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous.
Donc, je suis en compagnie de Mathieu Berthaud, qui est infirmier aux urgences, et Madame Lemonnier est en ligne. Donc, est-ce que vous pouvez passer à la diapo suivante? Alors, donc dans un premier temps, donc le constat qui a été fait au niveau des urgences radiologiques de Robert Debré, c'était qu'il y avait des difficultés au niveau de l'orientation. Donc, les parents et les patients avaient du mal à s'orienter, et notamment sur le trajet qui mène aux urgences radiologie. Donc, nous voulions bien sûr recueillir l'avis des parents et des proches afin de s'appuyer et de prendre en considération leurs éventuelles propositions d'amélioration. Donc, nous nous sommes mis en contact avec la cadre de l'hôpital de jour afin de savoir si les parents étaient éventuellement partants pour participer à cette démarche. Donc, nous avons fait la rencontre de 2 mamans, dont Madame Lemonnier, qui ont bien voulu participer à cette démarche. Donc, nous les avons rencontrés individuellement. Donc, nous leur avons posé des petites questions sur la signalétique globale de l'hôpital Robert Debré. Puis, nous nous sommes focalisés sur ce trajet entre les urgences pédiatriques et les urgences radio. Donc, la méthode qu'on a utilisée, c'est le shadowing, c'est-à-dire qu'on a suivi les 2 mamans, comme si nous étions leur ombre, entre guillemets, et afin de voir ce qui se passait. Donc, diapo suivante, je crois que je vous ai mis le plan de Robert Debré. Donc là, on va un peu comment c'est organisé. Donc, c'est organisé sous forme de points de couleur. Donc, pour indiquer la localisation d'un service en particulier, par exemple pour la cardiologie, on indique le point de couleur et on le suit de l'étage. Donc, par exemple, la cardiologie, on va dire qu'il est au point bleu +2. Donc là, la problématique, c'est au niveau des urgences pédiatriques, donc au point jaune -3, et les urgences radiologie au point bleu -2. Donc voilà comment s'organise la signalétique à Robert Debré. Et donc ensuite, je vais laisser la parole à Madame Lemonnier. Oui, est-ce que vous m'entendez? Je vais mettre. Bonjour, est-ce que vous m'entendez, Mme Gattoussi? Oui, on vous entend. Oui. D'accord, merci. Bonjour à tous. Je vais donc tout d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Élise Lemonnier. Je suis la maman d'une petite fille, Raphaël, âgée de 6 ans et demi, qui a été donc diagnostiquée l'été dernier atteinte d'une leucémie. Donc, moi, je connaissais l'hôpital Robert Debré depuis le mois d'août. J'avais mis un pied à Robert Debré avant l'été dernier. Et Madame Gattoussi, vous m'aviez sollicité de mémoire, j'arrive plus, en février, je crois qu'on a passé 7h30 ensemble. Oui, c'est ça, en février. Donc, ça faisait pratiquement 6 mois que je connaissais l'hôpital. Et pour autant, j'avais encore de grandes difficultés à m'orienter dans Robert Debré. Donc, quand j'ai été sollicitée, j'ai spontanément dit oui. Alors, je dois dire que j'ai été surprise, mais agréablement surprise par la démarche. C'est-à-dire que j'étais en hôpital de jour avec ma fille. C'était on venait à peu près 2 fois par semaine en hôpital de jour après la période d'hospitalisation du mois d'août. Et c'est vrai que de manière très adaptée, on est venu me solliciter concrètement, je vais vous dire moi comment j'ai vécu la situation. Donc, on est venu me solliciter en me disant est-ce que éventuellement je serais d'accord pour participer à une réflexion sur le parcours, pour améliorer le parcours dans Robert Debré. Moi, le besoin, je l'identifiais clairement depuis 6 mois, donc j'ai tout de suite dit oui, en disant oui, bien sûr, je veux bien donner un petit peu de mon temps, parce que l'hôpital nous donne beaucoup, donc c'était une manière aussi de rendre ce que nous, en tant que parents, pour nos enfants, l'hôpital fait pour nous. Et donc, on s'est mis d'accord, on a fixé une date, et puis donc, quelques semaines après, vous êtes venu me chercher. Alors, je vais être honnête, j'avais sur le coup un peu oublié que c'était ce jour-là qu'on devait se rencontrer. C'était une période pas forcément simple pour Raphaël, mais pour autant, je m'étais engagée et j'y suis allée. Et pour tout vous dire, j'ai passé un excellent moment pendant 7h30, puisqu'on a concrètement, donc moi, concrètement, je suis allée à la sortie des urgences pédiatriques. Et puis donc, Madame Gattoussi m'a dit, nous faisons le parcours, amenez-nous aux urgences radiologiques. Et puis à ce moment-là, entre les urgences pédiatriques et les urgences radiologiques, j'ai eu beaucoup de mal à m'orienter. Alors, je connaissais les lieux, donc je savais où j'allais, mais concrètement, nous avons lu les panneaux. J'ai, de manière très didactique, décrit ce que je comprenais, ce que je voyais, ce qui m'apparaissait moi un peu
complexe pour des parents qui, en plus, les urgences, on y vient dans des conditions aussi particulières. Les parents peuvent être voilà, choqués, inquiets. Et en tout cas, il y avait une complexité, à mon sens, à la sortie des urgences qui faisait qu'il y avait un vrai besoin de pouvoir modifier ce parcours et ces panneaux. Donc, on a fait le parcours concrètement. Madame Gatoussi a relevé ce que je pouvais, mes interrogations, ce que moi je comprenais, et en tout cas ce que j'aurais aimé qu'on me dise à ce moment-là, qu'on m'indique sur ces panneaux. Et puis, nous avons avancé comme ça. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que lors de l'heure et demie qu'on a passé ensemble, plusieurs parents nous ont demandé concrètement, étaient un peu perdus et nous ont demandé où est-ce qu'il fallait aller. Ils voyaient des gens devant des ascenseurs et ils s'arrêtaient spontanément sans savoir qu'on était forcément, en tout cas, à même de les renseigner. Mais en tout cas, on a eu le besoin, c'est clairement exprimé durant cette heure passée ensemble, puisque des parents étaient un peu perdus. Alors, c'est peut-être aussi symptomatique de Robert Debré qui est construit un peu en silo avec des étages pour venir au rez-de-chaussée pour passer d'un service à un autre. Mais en tout cas, moi, cette démarche, je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Ce que j'ai expliqué à Mme Gatoussi, c'est que on est aussi beaucoup, nous les parents d'enfants hospitalisés et d'enfants malades, très malheureusement, enfin c'est passif parfois, en tout cas on subit l'hôpital, on subit les rendez-vous, on subit les soins, on subit la maladie évidemment, et du coup le fait de solliciter des parents pour pouvoir être acteur de ce projet dans la vie de l'hôpital, moi c'est quelque chose qui m'a plu et qui a fait sens pour moi en tout cas, et je trouve que cette démarche-là, je ne pensais pas qu'elle existait, encore une fois, je vous en remercie parce que au-delà de ce que moi ça a pu m'apporter, pour ma fille aussi, à qui j'ai expliqué ce jour-là, quand il a fallu la laisser une heure et demie à l'hôpital de jour pour pouvoir aller faire ce parcours. Et puis aujourd'hui, je lui ai dit que je faisais cette conférence pour retransmettre ce que j'avais pu à ma petite échelle apporter ce jour-là. Et en tout cas, je trouve que cette démarche d'associer les parents à la réflexion de la vie de l'hôpital et de les rendre un petit peu acteurs à leur niveau de ce qui se passe à l'hôpital, c'est quelque chose qui, moi, je trouve d'extrêmement positif dans des périodes de vie où on est quand même bien malmené. Et en tout cas, voilà, je remercie Robert Debré. Alors, je sais pas si... je sais qu'on a eu des échanges aussi au moment de ce parcours. On échangeait sur ce que moi j'aurais peut-être ce que j'aurais attendu du panneau en tant que parent. Est-ce que aujourd'hui, je sais que la réflexion est encore en cours au niveau de Robert Debré, et Mme Gatoussi m'a fait part d'un petit peu de l'évolution du travail. En tout cas, voilà, moi j'avais envie de retransmettre mon expérience et de dire que je trouvais que la démarche de Robert Debré d'associer les parents à cette réflexion-là, même sur quelque chose de très technique finalement, parce qu'on peut se dire le parcours entre les radios, les urgences et les radios, parler de signalétique, ça va pas être passionnant. En fait, si, c'est aussi intéressant, et c'est une manière d'être acteur du projet aussi de santé de son enfant et d'apporter pour les autres parents à terme aussi son aide pour qu'ils se repèrent un petit peu mieux dans l'hôpital. Voilà, je ne sais pas si vous voulez que je précise autre chose, Mme Gatoussi. Non, c'est très bien, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Du coup, on va passer à la diapo suivante. Alors, suite à la rencontre des deux mamans, donc on a créé un groupe de travail pluriprofessionnel qui était constitué de la communication, du service technique, de cadres et de soignants du service des urgences. Donc, bien sûr, on a pris en compte les propositions des deux mamans, et on a un petit peu travaillé avec Mathieu, qui est infirmier aux urgences. Donc, je vais passer la parole. Ouais, je vais me présenter. Du coup, je suis Mathieu, infirmier aux urgences depuis plusieurs années maintenant. Voilà, j'essaye de participer activement à des projets d'amélioration du service. Donc, on passe d'amélioration large, comme ça peut être l'orientation des patients ou autres dans le soin. Et on avait un réel problème, comme l'a très bien stipulé Madame Lemonnier. On avait une complexité de trajet dans l'hôpital Robert Debré, où avec des codes couleurs, avec des panneaux, on n'arrivait pas à réellement bien orienter les patients. Il faut savoir que les patients à Robert Debré, on a une variété de patients qui fait que, de par leur origine, de par aussi leur accès à l'éducation, etc., tous les patients et tous les parents ne lisent pas forcément, ne savent pas lire le français, n'arrivent pas à s'orienter aussi bien que d'autres.
Donc voilà, le but c'était de travailler là-dessus. On a un projet dans le service qui s'appelle le Smart Lab, qui est en fait un projet qu'on met en place sur la PHP dans différents services, qui permet de travailler sur des irritants du quotidien, des choses qui nous ralentissent dans notre travail, qui ralentissent aussi les familles aux urgences, et qui posent problème en fait dans la prise en charge. Et donc du coup, via ça, j'ai proposé du coup de travailler sur un parcours, sur une façon d'orienter différemment les familles, notamment avec une signalétique possible au sol, parce qu'avec des codes couleurs, c'est plus simple pour les familles qu'avec des écrits, surtout quand on ne sait pas écrire ou quand on ne sait pas lire la langue inscrite. Donc voilà, et en fait, via ce projet de Smart Lab, j'ai pu me mettre en relation avec Amel, qui travaillait déjà sur ce projet aussi, et donc on a pu mettre notre projet en commun. Et donc notre projet en commun, il a permis de du coup faire des réunions avec les cadres, du coup avoir aussi un retour avec les familles, et de pouvoir mettre en place une signalétique qui est orientée aujourd'hui plutôt sur une signalétique au sol, un marquage au sol avec code couleur qui est bien plus simple. C'est plus simple pourquoi? Parce que dire aux familles suivez un panneau, lisez urgence radio et suivez les panneaux avec des flèches, eh ben, quand on ne sait pas lire, c'est compliqué. Quand on leur dit suivez une ligne bleue au sol, allez jusqu'au bout et revenez par cette même ligne, c'est un peu plus simple. Donc voilà, c'est un projet qui a été mis en place. Alors il y a d'autres choses aussi, hein. On fait quand même des panneaux, on reste un hôpital pédiatrique, donc on essaie de rendre les choses un petit peu quand même agréables à la vue pour les enfants et pour les parents. Et voilà, on avance plutôt rapidement en plus, hein. Sur quelques mois, on a pu bien avancer. On s'est mis en relation du coup avec la RATP, qui a permis enfin, en fait, on a créé un partenariat avec la RATP qui permet d'avoir des échantillons et une idée à peu près de ce qu'on va pouvoir mettre en place. Et pour avoir quelque chose de vraiment pertinent par rapport aux familles, on a sondé en fin de compte les familles grâce à un questionnaire. Alors on va pouvoir le voir sur la prochaine diapositive, un questionnaire qui a été élaboré. Si on peut passer à la prochaine diapositive. Voilà, une petite idée du questionnaire. Donc un questionnaire qui a été distribué aux familles. Donc toutes les familles qui sont parties en radiologie, qui sont revenues, ont eu du coup le droit à ce questionnaire. Alors, pour ceux qui ne parlaient pas bien français, évidemment, on leur a expliqué. Et via ce questionnaire, on a pu savoir si les familles éprouvaient des difficultés et quelles affichages, en fait, quelles lignes ils préféraient, qu'est-ce qu'ils trouvaient le plus pertinent pour pouvoir les orienter. Donc, grâce à ce questionnaire-là, on a pu faire un choix en fait de ligne et puis faire un choix de signalétique. Et ben, l'envoi, enfin le projet est en train d'aboutir et l'envoi, la commande est passée. Donc maintenant, bon, on rentre en période de travaux sur nos urgences, donc on ne va pas pouvoir le mettre en place là dans l'immédiat, mais d'ici quelques temps, ça pourrait être mis en place. Et je pense et j'espère, je croise les doigts pour que tout ça soit très bénéfique pour le patient. Voilà. On espère. Donc ça, c'était quelques images pour un peu illustrer le projet. Mais, donc merci de votre attention. Merci beaucoup pour la présentation de votre travail. C'est une problématique en fait, qui est transversale à beaucoup d'hôpitaux et votre témoignage et votre expérience va être un exemple, je suppose, pour beaucoup d'entre nous. On voit à quel point aussi d'inclure les patients et les aidants en fait en tant qu'acteurs pour améliorer finalement la qualité de vie des patients est un levier puissant. Alors, il y avait quelques petites questions. La première, c'était est-ce que les représentants d'usagers ont été associés à votre démarche? Alors non, sur ce projet, ils n'ont pas participé à ce projet. D'accord. Mais ils ont quand même été informés. Oui, bien sûr. Alors, pas d'autres questions. Peut-être, Nathalie, avez-vous des retours Juste pour vous féliciter pour ce travail. C'est vrai que la problématique de la trajectoire ou de retrouver le bon service dans un hôpital, c'est toujours compliqué. Ici à Beaujon, par exemple, il suffit d'aller dans la cour de l'hôpital pour être arrêté systématiquement, régulièrement par 2-3 personnes pour se demander où sont tel ou tel service. Donc, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et les mieux placés pour ça, c'est les utilisateurs. Et les utilisateurs, ce sont les patients ou les parents de patients.
Et merci aussi pour votre aide, parce que nous, on ne voit plus. Je pense que quand on est immergé dans son outil de travail, on a plus effectivement les bons réflexes. Et c'est grâce à ces collaborations qu'on avance, en tout cas. Donc, merci et bravo pour tout ça. Et effectivement, il y avait une remarque sur le chat, c'était qu'effectivement, quand on va construire le nouvel hôpital, il y aura un sujet qu'il ne faudra pas oublier là-dessus aussi. Merci beaucoup. Je crois qu'on va passer la parole à Pauline Mézani. Je laisse peut-être Caroline présenter. Voici. Oui, Madame Mézani est à côté de moi. Donc, elle va vous parler d'une modalité d'évaluation de l'expérience patient via les visites de direction qu'elle pratique déjà depuis plusieurs années au sein de l'hôpital. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Ma présentation, effectivement, rapidement, puisqu'on va essayer de rattraper un petit peu de temps, est très raccord en fait avec ce qui vient d'être présenté par l'équipe de Robert Debré. Donc, effectivement, moi, je m'inscris complètement dans cette démarche d'aller chercher vraiment le regard du patient au cours de son séjour hospitalier, en pratiquant donc effectivement des visites depuis maintenant 3 ans, en allant vraiment à la rencontre des patients. Alors, juste pour définir la notion d'expérience du patient, elle est vraiment faite de l'ensemble des situations, des interactions qui sont vécues par le patient à l'occasion du séjour à l'hôpital. Et il y a une part de subjectif, bien sûr, mais il y a aussi une part qui est tout à fait objective et mesurable à travers la notion de délai d'attente, d'explications reçues ou pas reçues par le patient, puis des choses qui sont plus, on va dire, d'ordre subjectif et qui comptent aussi énormément, comme la notion de confiance, la notion de stress, la notion d'accompagnement. Et c'est des choses sur lesquelles il faut aussi qu'on puisse travailler à l'hôpital. Donc moi, en fait, à travers mes visites auprès des patients, ce que je cherche, en fait, c'est à percevoir l'expérience du patient, bien sûr, mieux comprendre ses attentes et puis, évidemment, avoir ce retour du patient à l'occasion de son passage à l'hôpital, mais le remettre en perspective avec son parcours de soins. Mon autre objectif, c'est de rencontrer les équipes soignantes, bien sûr, dans leur environnement, d'appréhender leurs conditions de travail, parce que ça me semble absolument essentiel. Et les équipes sont aussi, je pense, satisfaites d'avoir cette possibilité de contact avec la directrice de manière directe. Et puis enfin, bien sûr, c'est l'objectif de repérer nos points d'amélioration à partir du miroir que nous renvoie le patient. Alors, comment je pratique? Donc, c'est quelque chose que j'ai mis en place à l'hôpital Bichat et également à Beaujon, plus ponctuellement. Donc, depuis 3 ans, en fait, je me suis réservé un créneau chaque semaine et pendant 1 heure, 1 heure et demie, je me rends dans les unités soins, sur le plateau de consultation. Je me rends également au plateau technique et à chaque fois à la rencontre de patients que je rencontre et avec lesquels je discute très librement et directement. Je l'ai également fait dans le hall, aux caisses, etc. Donc, c'est un petit peu partout, on va dire, à l'hôpital. Donc, vraiment, l'idée, c'est de venir au cœur des lieux de prise en charge auprès des patients. Et bien sûr, je le fais en lien et en connaissance de cause des équipes soignantes. Il ne s'agit pas d'aller avoir des messes basses devant les équipes soignantes ou les professionnels. C'est vraiment pas ça du tout l'esprit. Je tiens un journal de bord, puisqu'en fait, moi, ça fait plus d'une centaine de visites que j'ai faites de cette façon. Et je note en fait les unités où je me suis rendue et puis les idées que ça génère pour améliorer les organisations, les processus à l'hôpital. Ce qui me permet de faire un retour à l'équipe de direction quand il y a des choses particulières sur les travaux, sur la logistique, sur les caisses, etc. Du coup, on en arrive à la dernière diapo, qui est quel impact en fait de ces visites, parce que c'est vraiment le but. Vous savez, il y a une formule qui consiste à dire qu'il faut passer du management de la qualité au management par la qualité. Donc, c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Moi, c'est passer au management par la qualité en mettant au cœur de ce management l'expérience vécue par le patient. Et donc, ces observations, ces rencontres, ces entretiens, elles ont permis une série de choses à mon niveau en tant que directrice. C'est d'enclencher des mesures d'amélioration dans nos processus, dans nos organisations. C'est également de repérer des patients qui vont devenir des patients partenaires, comme Madame Lemonnier tout à l'heure.
C'est aussi d'embarquer des équipes de professionnels dans la co-construction avec les patients, puisque j'espère qu'en montrant ainsi aux équipes que je m'intéresse directement à ça, ça participe à la promotion de ce message. Et puis, c'est évidemment une façon d'alimenter les travaux du comité engagement patient qu'on a mis en place il y a 3 ans ici. Donc, ça a donné lieu à toute une série d'actions très concrètes, comme l'amélioration du formulaire de convocation de patients, les conditions d'attente en imagerie. On a fait aussi un shadowing, comme à Robert Debré. On a enclenché des choses au niveau de l'équipe de restauration, etc. Et puis surtout, on alimente les ateliers de notre petite fabrique, qui est un peu notre Smart Lab à nous, à l'hôpital Bichat et à l'hôpital Beaulieu. Voilà, je m'arrêterai là pour rester dans les temps. Merci beaucoup, Madame Liani. Donc, effectivement, vous promouvez l'engagement patient depuis quelques années aussi au sein des hôpitaux Bichat, Beaujon. Et a priori, cette initiative de la direction est approuvée par les personnes qui assistent aujourd'hui à ce webinaire. C'est effectivement ce que vous disiez, une façon aussi, alors peut-être pas d'exemplarité, mais de montrer aux équipes que la direction est présente et qui peut être aussi facilitante pour modifier certaines choses que nous ne voyons plus quand on est dans notre quotidien, la tête dans le guidon. Nous n'avons pas d'autres questions, il me semble, sur ce sujet. Donc, on va laisser la parole à Madame Geneviève Alberti, qui est la représentante des usagers pour l'hôpital Bichat. Bonjour à tous, et il m'appartient de conclure ce webinaire. Tout d'abord, j'adresse mes sincères félicitations aux 88 personnes à un moment qui ont été derrière l'écran avec nous, et mes remerciements aux organisateurs du webinaire et aux participants. Pour gagner du temps, je ne vais pas tous les citer, mais sachez qu'ils ont été très performants. Je dois dire qu'en tant que représentant des usagers, j'ai particulièrement apprécié le projet Compare, qui effectivement est un projet qui met l'usager au cœur des préoccupations. Et j'ai retenu notamment qu'on est dans un monde de lits électroniques et que vous utilisez toutes ces données très importantes en matière de santé pour vous permettre de progresser. Et j'apprécie beaucoup l'idée des e-cohortes et la facilité de votre outil informatique quand on est simple usager et qu'on va le consulter. Certaines données et images ont été montrées à l'écran. Ce qui est important aussi, c'est que vous associez aussi les partenaires qui sont à l'extérieur du monde hospitalier et que vous partagez vos études. La réactivité aussi de Compare, notamment dans l'exemple du Covid long qui nous a été montré, et que vous n'étiez pas que dans votre monde, vous associez tous les chercheurs et que votre application Compare est en train de s'étendre. Et ça, c'est un point extrêmement positif et je vous incite à poursuivre la recherche de chercheurs puisque vous en êtes à 180, ce qui est une belle performance, me semble-t-il. Vous portez aussi dans ce projet la voix du patient et vous mettez aussi en œuvre une éthique, et ça c'est extrêmement important pour tout le monde, et que vous évitez l'écueil d'être toujours sur une seule thématique, mais vous allez sur les comorbidités, et ça je pense qu'il faut y avoir un intérêt extrêmement important. Vous avez 2 millions de données, bon courage, continuez. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'intérêt du projet Compare. Merci, professeur Raveau. Continuez avec vos équipes et toutes mes félicitations, mon nom propre, et je pense que de tous les participants. Maintenant, je voudrais dire un mot de conclusion sur le partenariat à l'hôpital Robert Debré pour la signalétique. Merci à cette maman qui nous a dit qu'elle avait donné de son temps et j'ai trouvé positif qu'elle ait associé son enfant malade à sa démarche. Et c'est très important parce que l'enfant a compris qu'il était malade
mais qu'ils pouvaient aussi aider les autres. Et je trouve que cette démarche est touchante et extrêmement intéressante. Comme l'a dit Caroline Julliard, nous aussi, nous avons pratiqué le shadowing aussi en radiologie. Donc, on comprend la démarche et on espère qu'elle va se multiplier et que les codes couleurs que vous avez employés permettent à l'usager, quand il ne maîtrise pas les codes ou le langage, de pouvoir se repérer plus facilement. Félicitations à l'équipe et à l'association en fait, de tous les partenaires pour prendre en compte les parents et solliciter leurs propositions. En ce qui concerne les visites de Madame Mézani dans les services, ce que je dirais en conclusion, c'est qu'elle va au plus près du patient, c'est-à-dire que là, le patient est entendu pour lui-même et non pas à l'intérieur d'une cohorte. Donc, sa parole est portée et c'est dans cette discussion libre qu'on peut savoir comment un hôpital vit, comment il est ressenti et comment les équipes peuvent progresser à l'occasion des conclusions que Mme Mézani peut tirer de ces entretiens. Et effectivement, nous sommes consultés pour les formulaires, les relectures de documents. Et puis, un point qui est important dans tous les hôpitaux, me semble-t-il, c'est la restauration. Conclusion finale, c'est extrêmement intéressant de connaître les expériences très diversifiées qui peuvent être produites soit lors d'expériences extrêmement importantes comme Compare, comme l'hôpital Robert Dubré avec la problématique des enfants, et puis une expérience au quotidien. Je crois avoir fini dans les temps. Merci beaucoup, Madame Alberti. On va laisser, en fait, on n'a pas pu faire une introduction. On va faire une conclusion avec Madame Gilardi, donc l'adjointe à la direction du GHU à PHP Nord. Vous avez la parole pour synthétiser, compléter ce webinaire. À vous, Madame Gilardi. Merci beaucoup. Merci à tous les participants et aux commentaires là, qui arrivent les uns après les autres sur le chat. Je crois effectivement que c'était un excellent webinaire et on se félicite de ce cinquième, donc c'est le 5e rendez-vous du GHU que nous tenons depuis que nous avons démarré. On s'était fixé comme objectif de parler d'engagement patient 2 fois par an et la promesse est tenue avec ce rendez-vous de juin avec cet objectif d'illustrer de manière extrêmement concrète ce qui est réalisé et d'être vraiment, de partager les expériences qui sont conduites sur nos hôpitaux pour donner des idées aux autres. Et je crois que les interventions d'aujourd'hui en sont l'exemple même. C'est vrai que l'exemple de Robert Debré notamment, et merci Madame pour votre participation, c'est une démarche finalement qui est relativement simple. Qui est basé sur ce volontariat et l'engagement de votre part, mais qui, on le voit, aura des effets très concrets. Donc, notre objectif, c'est vraiment que cette démarche, elle soit concrète. Et c'était très prégnant aujourd'hui dans les interventions. Merci Philippe Raveau également pour votre intervention et je pense voilà, c'était aussi très bien de pouvoir partager effectivement à presque 100 personnes cette démarche Compare. Ça pourra donner des idées à nos chercheurs, à nos équipes pour déployer encore cette méthode qui est en train de faire ses preuves. Voilà, on va pas passer plus de temps, mais un grand merci. Et puis, rendez-vous pour le prochain rendez-vous du GHU qui est prévu tout début juillet et qui traitera des soins critiques, sujet aussi de grande actualité avec la crise Covid que nous venons de traverser. Donc, merci encore pour votre participation. Faites savoir autour de vous que ces rendez-vous du GHU existent et qu'on soit toujours plus nombreux à partager ces expériences avec les patients. Un grand merci également aux modératrices de la journée, à Madame Alberti pour sa fidélité et sa conclusion. Et je vous souhaite une très, très bonne après-midi. Merci.